Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec votre docteur Fred Lambert. De plus en plus, il y a des gens qui m'écrivent, qui me font des suggestions d'invités. C'est très apprécié. Continuez à le faire, ça me fait plaisir. Aussi pour les nouveaux arrivants sur cette plateforme. Alors, vous avez le droit de dire votre appréciation en faisant un petit clic, un petit like, un thumbs up sur la page Facebook ou encore sur notre page Instagram. Mais encore mieux, écrire des commentaires sur iTunes ou sur Spotify, c'est toujours très apprécié. J'ai la chance d'habiter à Montréal dans un quartier où il y a toutes sortes d'artistes et l'invité d'aujourd'hui n'en fait pas exception. Il est un producteur et manager. C'est nul autre que Julien Manot. Julien Manot se définit comme un cinéaste de la musique, à la fois compositeur, musicien, interprète, mais aussi technicien de son, producteur, éditeur, gérant. Il endosse plusieurs casquettes de l'industrie avec aisance depuis sa jeunesse. Il s'est d'abord fait connaître au Québec en 2007 en tant que guitariste du groupe Chinatown. Il poursuit ensuite une carrière de compositeur de musique à l'image durant quelques années pour la publicité, les jeux vidéo et les émissions TV, mais se rend compte rapidement que les sorties d'albums et autres festivals lui manquent. En 2013, il réalise le premier EP Voyage Love du groupe Le Couleur, puis crée l'étiquette de disque Lisbon Lux Records, afin de le commercialiser et dans le but de créer un label différent avec une direction artistique précise. 10 ans plus tard, Julien participe grandement au développement de carrières d'artistes québécois comme Le Couleur, Das Mortal, Paupières ou encore Brunswick, qui retentissent au Québec mais aussi à l'étranger. Un travail de fond vers l'export qui fait la marque du label Lisbon Lux Records. Voici mon entretien avec Julien Manot. Joyeux anniversaire. Ouais, merci. Alors, aujourd'hui, c'est pas vraiment, on l'enregistre en avance, on fête en avance. C'est ça la magie d'un podcast, c'est que tu peux sortir ça quand tu veux. Mais, écoute, partir une étiquette, partir une maison de disques, c'est quand même un projet un peu de fou, là. Ouais, je pense que j'avais pas trop de recul, tu sais. On s'est dit, on essaye. À l'époque, j'ai monté donc Lisbon Lux avec Steven Chouinard de Le Couleur. OK. C'était à deux, vous avez parti ça. Ouais, c'est ça. Okay. En fait, tu sais, moi, j'avais eu un peu mon cheminement avec Chinatown ici, en tant que musicien. Après ça, j'ai fait de la musique de pub. Puis quand j'ai rencontré Le Couleur, eux avaient des ambitions artistiques, mais il y avait aucune structure autour d'eux ou quoi. Et c'est moi qui me suis improvisé gérant en fait une fois parce qu'ils m'ont invité plus comme réalisateur, puis je disais ouais c'est cool, vous me payez, on réalise un EP, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça en fait? Puis ils avaient pas de label, ils avaient pas de structure. Puis moi, vu que j'arrivais d'un background avec Chinatown où j'avais connu la maison de disques, le distributeur, les choses comme les attachés de presse, je me suis dit moi je connais un peu ce truc là quoi, j'y ai touché. Et un jour, je suis arrivé en répète pour réaliser une des chansons. J'ai dit, by the way, je vais être votre gérant à partir d'aujourd'hui. Puis ils ont dit, OK. Puis ça fait 10 ans, 11 ans que je suis là. Toi, la compagnie, on dit compagnie, mais je disais Lisbon Lux Records, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais, 2013. C'est 10 ans cette année. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein? Ouais, puis vraiment, c'est parti dans ma chambre, tu sais, avec Steven. Il y a une année où je suis parti au MAMA, tu sais, c'est un événement à Paris professionnel, une conférence, en fait, tous les mois d'octobre. Et j'y suis allé, j'avais même pas l'étiquette Lisbonne, en fait. J'étais vraiment le gérant d'un band québécois qui avait un 4 titres sous le bras, qui avait jamais fait ça, qui connaissait pas grand monde. Donc, la première année que je suis allé au MAMA, c'était pas facile, parce que je vendais quelque chose, c'était pas facile à vendre, ils jouaient pas. Mais ça a été une expérience que j'ai beaucoup aimée, moi, professionnellement. Je me suis dit, mais je pense que j'aime ça, en fait, l'autre côté aussi, parce que moi, j'étais musicien depuis une bonne dizaine d'années.
Et en fait, j'aimais ça, l'industrie, les gens, différents pôles, distribution, label, édition. Je comprenais bien la mécanique, puis j'aimais ça, en fait. Ça m'a stimulé autant que de faire des shows, quasiment. Mais avant de se rendre là, d'être dans une chambre avec ton ami, puis de rêver, de dire « Ah, on pourrait partir quelque chose », je suis quand même curieux du chemin pour s'y rendre, tu sais. Parce que tu viens pas de Montréal. Même si maintenant, aujourd'hui, t'es Montréalais, Québécois, même que ton accent français est bien cassé à cause de nous, ce qui est plaisant. Ce qui est rare en passant. Tu trouves qu'il est cassé, ouais, quand même? Un peu. Ouais, j'ai des sonorités. Il y a des une façon des fois que tu termines les phrases, je suis comme, ah, ok. c'est intégré, là, ça commence il y a des Français qui pensent que je suis québécois, mais avec un accent léger. Ah oui, c'est ça, voilà. Ça fonctionne. Ok, donc, tu viens d'où exactement? Alors, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Poitiers. Dans la Vienne, c'est pas très connu, souvent au Québec on connaît pas. C'est au centre-ouest de la France, on est à 1h30 de La Rochelle, okay. On est à 2h30 de Bordeaux et au-dessus, et on est entre Paris et Bordeaux. Puis c'est une région qui a pas un fort caractère, tu sais, c'est pas le Pays Basque ou la Bretagne, mettons la Vienne, on n'a pas grand chose malheureusement. On est juste après les pays de les châteaux de la Loire, on rate un peu toutes les identités. Mais la force de Poitiers, c'est que c'est une ville socialiste qui a été socialiste pendant plus de 30 ans avec l'investissement en culture, et en fait c'est une ville étudiante, donc je te dirais que sur 120 000 habitants, il y avait 30 000 étudiants. Oh. Donc c'était vraiment un quart de la ville peut-être. Et il y avait un lieu qui s'appelait le Confort Moderne. Mais attends, mais une ville étudiante universitaire, donc. Oui, c'est ça, okay, ouais. Et donc très dynamique l'année, parce que les bars étaient pleins de jeunes, tu vois, des salles de concert et tout. Ouais. Et il y avait un lieu qui a été vraiment marquant pour moi et qui m'a formé en fait, qui s'appelait le Confort Moderne, qui était un lieu alternatif qui avait été créé dans les années 80. Ils avaient été très précurseurs de choses. Ils ont invité Sonic Youth avant qu'il s'appelle Sonic Youth. Okay. Parce que un des organisateurs connaît John Zorn, qui était à New York et qui lui a dit il faut que tu invites ces jeunes-là, c'est malade. Donc je pense que Sonic Youth sont venus en 81, tout début, et ils ont reçu Cure aussi, de Cure à Poitiers. Donc tu sais, il y avait dans les débuts aussi. Oui, c'est ça, il y avait vraiment une espèce de culture alternative à Poitiers intéressante, et finalement là où ils ont été chanceux, c'est que le Confort Moderne est devenu un lieu de plus en plus soutenu par la municipalité. Donc ils ont pu pérenniser, et ça existe encore. C'est devenu une salle peut-être maintenant de 800 places. Il y a une salle d'art contemporain où il y a des expos incroyables, et puis il y avait des locaux de répétition. Donc c'est devenu vraiment un pôle en fait, culturel. Et moi j'ai vu des trucs que j'aurais pas dû voir en province, tu vois. J'ai vu Fugazi là-bas, j'ai vu des groupes incroyables américains qui venaient là, qui jouaient devant 12 personnes à Poitiers, mais ils avaient de l'argent pour essayer des choses en fait. Donc j'ai vraiment vu des groupes internationaux dans cette petite ville, et je pense que je fais partie d'une génération à Poitiers qui a vraiment eu les yeux grands ouverts, quoi, tu vois, culturellement. Donc ça a été vraiment riche pour moi, et j'ai joué dans plein de groupes, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait du reggae, et en fait à 18 ans la musique m'est rentrée dedans très tôt. J'ai fait des cours de piano, puis j'avais une très bonne oreille en fait, on m'a découvert ça tôt là. Je lisais mal les partitions, puis dès que j'avais le disque à la maison, je reproduisais la musique que j'entendais. Beaucoup de gens c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ils ont une espèce de tempérament naturel à taponner le cycle, mais quand ça devient organisé sur papier, il y a comme un stress. Un blocage, puis un certain délai par rapport à la réponse qui est habituellement naturel. Exactement. Et vu que moi, ça allait toujours plus vite à l'oreille, j'avais tendance à être très lazy avec la partition, parce que mon prof essayait, je disais, je peux-tu t'emprunter le CD? Puis quand je revenais, je jouais la pièce. Ça l'énervait, mais... Et donc, il y a eu ça. Après ça, il y a eu une période où, vers 12 ans, où je reproduisais beaucoup de morceaux de piano, mais là, sans prof. En fait, j'étais un fan de William Scheller. Je sais pas si t'as connu ça. Non. Un chanteur français, qui a démarré en écrivant des chansons pour Barbara, Marie-Paul Bell, je pense. Et après ça, il a fait une carrière solo. Il a une chanson très connue qui s'appelle « Je veux être un homme heureux » au piano. Mais vraiment, c'est un grand talent français, William Scheller, parce que il a écrit des symphonies. Là, tu vois, il a été une star un peu pop piano, mais il avait vraiment un background classique. Il a fait des œuvres vraiment intéressantes. Et donc, je reproduisais ses chansons, et plus que je faisais mes devoirs à cette époque-là. Le soir, mon père rentrait tard, mon frère, lui, me surveillait pas, et je jouais presque 3 heures de piano à tous les soirs plutôt que de travailler. Et donc, c'est vraiment là que j'ai un peu développé aussi, tu sais, la créativité, je dirais, autour du piano, parce que c'était pas des cours, tu vois, c'était vraiment
comment je pourrais arriver à faire un truc compliqué comme ça. Puis là, je m'entraînais, puis j'arrivais à une certaine dextérité. Et puis finalement, bah là, l'adolescence, un ami qui joue de la guitare, et là, je me mets à jouer Nirvana. Donc, tu joues un peu de guitare, tu joues du piano, j'allais dire des boards, mais ouais, synthé, clavier. Ouais. D'autres choses aussi? Bah, tu sais, de la bass, des percussions. La batterie, j'ai jamais vraiment maîtrisé, j'ai pas pris de cours ou quoi, mais j'ai quand même, tu sais, je sais faire des patterns de drums sur des... sur des machines, puis rythmiquement, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Exactement, je sais comment marche un drum, c'est juste que j'ai pas la technique dans les mains. Mais j'ai jamais cherché à être virtuose dans quoi que ce soit, c'était plutôt touche à tout. Tu sais, je me lançais des défis là, quand j'avais 20 ans en studio, je disais, il y a une trompette, ce soir les gars, je traque de la trompette. Puis j'arrivais à faire une ligne de trompette, j'y passais ma journée, tu vois. Puis les gars, c'était un challenge, ils me croyaient pas. À la fin de la journée, j'arrivais à mettre de la trompette sur l'album avec quelques notes. Mais tu sais, j'aimais ça vraiment, le côté exploration de tous les instruments. J'ai joué du djembé, du didgeridoo. Tu sais, j'essayais des affaires. Puis et à 18 ans, j'ai intégré un groupe qui marchait un peu dans ma ville en fait. Alors donc ça ressemblait pas mal à la Mano Negra, tu vois, ça chantait en français, espagnol, anglais. Okay. Référence punk, mais en même temps, il y avait de la salsa, reggae, ska, très mélange de cette époque là. Multiculturel. Alterno là, on appelait ça là. Alterno. Rock alterno. Et il y avait un peu de Berrurier Noir, des Clash, tu vois, et puis des trucs latinos aussi comme Mano Negra. Et on a pas mal roulé avec ce groupe-là. Et c'est marrant, mais sans m'en rendre compte, déjà, j'avais un peu une âme de gérant parce que à 18 ans, moi, j'étais le plus jeune de la gang. Eux, ils avaient tous 23, 24. Puis moi, j'avais 18 ans. Puis là, j'ai rencontré un booker à Bordeaux. Puis là, on a signé avec un booker. Puis c'est moi qui faisais les suivis. C'était le début des emails. J'ai ouvert un Hotmail. À 18 ans, j'étais comme, wow. Il y avait MySpace qui arrivait. Et donc, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je mettais toujours du sérieux dans les projets dans lesquels j'arrivais. Tu sais, c'était comme, les gars, on arrête de niaiser au local. On va faire des premières parties, on va sortir du local, on va essayer de jouer en dehors de notre ville, on va, tu sais. Ouais, exécutons, là. Ouais, j'ai toujours fait ça. Puis je regardais les premiers contrats, je lisais, je dis, attends, je regardais c'est quoi. Tu sais, comme, j'avais vraiment l'aspect plus comme admin, en fait. Ouais. Et puis, avec Zoribanda, on a fait presque 700 shows quand même. Donc moi, ça m'a formé. Tu sais, on est parti des bars et on a fini quand même sur la dernière année dans pas mal de festivals et tout. Et puis ça a été très formateur. On était 12... On avait un chien, 2 camions. 12 musiciens. On faisait pas d'argent, là. C'était vraiment comme, on était des punks un peu, en fait, quoi. On était sur la route. Oh my God. 12 musiciens, c'est l'enfer. Tu sais, c'était un groupe de rock dans lequel il y avait un djembé, il y avait trombone, saxo, trompette. Tu vois le genre, là, avec 3 chanteurs. T'as encore des traces de ça, des enregistrements? On a mis le premier album sur Spotify récemment. Okay. Bon, après, est-ce que je l'assume? Tu sais, la prod a vachement changé. Moi, j'écoute ça, puis j'ai l'impression que ça date de... Mais non, mais n'importe quoi. Tu demandes n'importe qui là, qui a, mettons, un album d'il y a 20 ans, t'écoutes ça pis t'as envie de mourir, là, de honte, là, pis t'es comme, je peux pas croire que j'ai enregistré comme ça, je peux pas croire que j'ai... Exactement, parce que tu sais, à l'époque, on avait un ingénieur qui commençait aussi avec nous, maintenant il est super bon, mais à l'époque, c'était ses débuts, puis tu sais, tout est un peu amateur, mais en même temps, on en a vendu. Ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là, on arrivait à vendre 6000 CD. Non, mais c'est parce que les gens, je te dis, et moi, j'ai fait j'avais un band aussi, moi, qui s'appelait Dose Kafka en 99. On a fait un démo. Le démo, on l'a vendu, je pense, 5000 copies. Puis après, on a fait un disque officiel. Ça a touché dans les 8000. Incroyable. Puis c'était pas moins cher que maintenant. C'était 20 balles, là. C'était 20 $. Les gens sortaient du concert, du spectacle, étaient contents de 20 $. Puis le coût de production était très faible à cette époque-là. On avait une marge de profit. Oui, les CD, il y avait une vraie marge. Une vraie marge. Putain, on revenait, puis c'était indépendant en plus. Donc, il y avait un truc à Montréal, je sais pas si t'en sais, qui s'appelait Local Distribution. Tu sais. J'ai connu ça, ouais. Ben ouais. Donc, eux, ils étaient super fins, puis ils se gardaient vraiment rien du tout. Puis, ils distribuaient même au Archambault, tout ça. Mais nous, c'était en show, on en vendait, là, c'était comme des petits pains chauds. C'est fou, hein. Mais c'était une pas pire époque. C'était une belle époque. Je me souviens qu'en France, il y avait des groupes comme Trio, Marcel et son orchestre, ils vendaient des 60 000 copies, puis ça jouait pas à la radio, ça jouait pas à la télé. Nulle part. Tu sais, c'était des gars de tournée, là, de festivals et tout. Là. Ouais, c'est un bon. OK, on en reparlera après tantôt. Mais finalement, c'est ça, Zoribanda, c'était une aventure. Après ça, moi, je suis retourné un peu à des goûts différents.
Parce que tu sais, j'avais eu une grosse... Moi, à 14-15 ans, j'écoutais Jeff Buckley, Radiohead, PJ Harvey. J'étais vraiment dans ce rock alternatif. Ouais. Et puis, justement, après Zoribanda, j'ai rencontré une fille très jeune et très talentueuse qui s'appelait Camille Berthomier, que je me suis dit, c'est une star née. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que ce qu'on écoutait ensemble en tant que fans, aujourd'hui, c'est toutes ses amies. Elle est devenue amie avec Nick Cave, avec PJ Harvey, avec Josh Homme, avec... Ouais. En fait, on a fait cette aventure qui s'appelait Motel. Okay. Ça a duré 2 ans. On a quand même été remarqué par les un-rock un peu. C'était une belle petite époque, là, 2004, peut-être 2003, 2004. Okay. Sauf qu'elle a rencontré un gars qui est devenu son chum. Ils sont partis en duo à Londres. Ils s'appelaient John et Jen. Et déjà, ça marchait bien. Ils ont fait des belles premières parties. Ils ont signé. Et en fait, elle s'est fait un nom vraiment à Londres. Et ensuite de ça, quelques années plus tard, elle a montré un truc qui s'appelait Savages, qui a été assez connu dans les dernières années. Et là, ça a vraiment explosé. Elle avait une émission à la BBC, tu sais, elle a joué dans des films. Oh oui. Comédienne en plus. Ouais. Okay, du duo avec Julian Casablanca, Gorillaz, tu vois. Ouais, vraiment, okay. l'autoroute, là. Et en fait, on le savait, tu sais, à 18 ans, pour moi, elle était déjà actrice, chanteuse, elle chantait du jazz, elle avait tout pour elle. Et donc, Motel, et puis quand elle m'a dit qu'elle partait pour Londres, au même moment, je me séparais d'une fille. Donc, c'était mon projet qui arrêtait, ma blonde on se séparait. Et là, j'étais un peu, j'étais depressed, pas mal, ouais. C'était une époque assez depressed. Puis, j'ai un ami qui m'a dit, moi, je suis à Toronto en PVT en 2005 ou 2006. Il m'a dit, viens me voir, tu sais, tu devrais découvrir le Canada, genre. Le truc de français d'aller au Canada. Non, mais moi, je l'aime, l'histoire de chaque Français pour comment ils ont atterri est toujours intéressante. Certains, c'est fuir quelque chose ou encore un redépart. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui se cache ou bon, des fois, c'est juste le goût de l'aventure. Tu sais, il y a comme chacun a son truc. Moi, je venais pour 2 semaines, tu sais. Ouais. Ça fait 16 ans, là. C'est ça. Ouais. Tu venais juste visiter, voir, juste te changer les idées. Là. Mais ma première journée, j'ai tellement d'anecdotes cool que écoute, ça m'a marqué, là. Tu sais, je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, puis il a fallu que je prenne le train pour Toronto. Puis moi, je suis français, puis je débarque, ok? Donc, je dis, est-ce que vous prenez la carte bleue? Puis là, le monsieur, il me regarde, il me dit, ah, monsieur, il n'y a pas de carte bleue ici, hein. Il faut avoir une carte Visa, ou, puis moi, j'avais pas ça. Puis lui, c'était un contrôleur belge, figure-toi, dans le train de Toronto. Et il était trop sympa, un peu bavard, mais je me souviens qu'il était proche de la retraite, et il m'a parlé tout le long. Tout le long, il m'a parlé, ce monsieur, 5h30, là, Ça peut être long, ce train, là. Mais là, à un moment, je me dis, mais j'ai pas payé. Puis à la fin, il me dit, tu sais quoi? Prends ta guitare, prends ton sac, vas-y, je m'en fous. Dans 2 mois, j'ai fini et tout. J'ai pas payé mon trajet. Donc là, déjà, je dis, waouh, quelle arrivée, tu sais. C'est quoi ce pays, genre? Là, j'arrive à Toronto. Ça serait pas arrivé en France, tu penses? Ils auraient été sûrement moins sympathiques. Après ça, j'arrive à Toronto. Mon ami, il me sort, là, dans un bar, je me fais vraiment cruiser par une jeune, jolie blonde anglophone qui dit, ouais, joins-toi à notre table et tout. Vous êtes français. Mon accent anglais était horrible à l'époque. Un peu toujours, mais pire à l'époque. Et je termine avec une fille. Je venais d'atterrir, tu sais. Puis là, j'étais comme... Tu te fais charmer, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi la magie? Tu sais, alors que moi, en plus, j'arrivais un peu d'un état depressed de France où tout était morne, tout s'arrêtait. Puis là, j'étais comme, waouh. En 2005, artistiquement, c'était plus... déjà, ça commençait à ralentir, ouais. En fait, c'est quand Motel s'est arrêté, pour moi, c'était une grosse déception parce que j'y croyais à ce projet. Ah ouais, et que quand Camille m'a annoncé qu'elle partait à Londres, j'étais un peu dégoûté. Après ça, je me sépare. Puis là, j'étais comme, il y a rien qui me retient, tu sais. Donc, t'arrives à la magie. Et oui, alors c'est ça, en 24 heures, il se passe tellement de trucs cool au Canada, je fais ok, cool. Et finalement, j'aime bien Toronto, je visite tout ça avec lui. Puis après ça, on vient à Montréal, et là, je visite une autre amie, la sœur de Camille, justement, Maude, qui habitait déjà ici. Et là, elle me sort dans des squats. Je me souviens d'un lieu qui s'appelait le Friendship Cove. Je sais pas si t'as connu ça. C'était très anglo, là, tu sais, en 2006. C'était dans Saint-Henri, à l'époque où Saint-Henri, mais c'était, on aurait dit une rue de western mort, là, tu sais. Il y avait rien, là. Et c'était un squat, en fait. C'était des jeunes qui squattaient. Et ils avaient fait une salle de show interdite. Au-dessus, c'était leur chambre, là, tu sais. Et c'était trop cool, pour vrai. Alors, ouais. Et c'est là qu'il y avait un groupe qui avait percé, qui s'appelait Think About Life. Qui a joué. Ah oui, ça, je sais quoi. Ça, je me souviens de ça. C'était leur squat. C'était chez eux. C'est chez eux, ok. Et donc, en fait, moi, j'ai eu un flash aussi en me disant, waouh, il y a une scène ici anglo, franco, il se passe plein de trucs. C'était l'époque Malajube, Carquois qu'on me faisait découvrir. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, ok. Arcade Fire, entre autres, aussi. Ouais, qui démarrait aussi. Qui démarrait, en même temps. Alors là, je me disais,
je me suis dit, en fait, j'en ai tellement pas fini après 2 semaines avec cet endroit-là. Tu sais, j'ai dit, faut que je revienne rapidement. Mais vraiment, j'étais sous le charme. J'étais tombé en amour. Et là, je suis rentré. Alors, je croisais des Français. Il y en avait moins quand même en 2006. Il y en avait pas mal moins. Et il y en a certains qui me disaient, ah, tu devrais faire un PVT, nanana. Et je dis, ok. Et là, je me suis vite renseigné. J'ai fait mes papiers. J'ai réussi à l'avoir pour 1 an, en fait. Donc, j'ai annoncé ça à mes parents. Je dis, ok, je pars 1 an au Canada. J'ai vraiment aimé. Puis moi, je suis arrivé là, je te dis, avec 2 guitares, un sac à dos, 2 noms sur un téléphone. Puis je me suis dit, écoute, on verra, j'ai le droit de travailler, nanana. Et j'ai trouvé des jobs de merde, je peux dire. Ouais. Le premier job, j'ai vendu des livres dans le métro. Je sais pas si tu te souviens de cette époque, il y avait des tables dans le métro, puis on vendait des livres seconde main. Oui, je me rappelle de ça, puis c'était des espèces de gros coffres. Exactement. On les mettait ouvrait. La clé, vous étiez là, vous ouvriez. Puis là, le matin, on arrivait à 6h30 dans le métro, je pense 7h, on ouvrait les cases, on sortait des tonnes de livres. Mais c'était quand même cool. Bah, c'est des bons souvenirs parce que l'équipe était le fun, mais tu sais, passer... Non, mais c'est parce qu'il y en avait là, il y avait aussi dans le Vieux-Port, il y en avait un peu partout des kiosques à livres comme ça, qui est très français, en fait. Je me souviens quand... La première fois que j'étais allé à Paris, quand j'avais 18 ans, j'avais vu ça. Il y avait des kiosques de livres un peu partout. Puis j'étais comme à la maison. Des petits livres pas très chers. Mais t'avais ça dans le métro, tu sais, moi, à Montréal, je me rappelle, puis je me suis acheté quelques livres à ces endroits-là aussi. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je m'emmerdais quand même, tu sais, on passait 8 heures par jour dans le couloir, dans le vent des portes, là. Imagine l'hiver. Oui, exactement, les portes ouvraient, t'entends. Ouais. Et ça, 4000 fois par jour, là. C'était vraiment quand même une job un peu ingrate, pas bien payé. Mais j'ai lu des livres, du coup. Et c'était intéressant parce que là, c'était assez, tu sais, on s'entend que c'était pas des grandes œuvres, là, mais ça allait de l'histoire des motards et en fait, moi, qui arrivé dans ce nouveau pays, je tombe sur ce livre-là, justement, qu'ils en ont fait un film récemment, d'un tueur à gages et là, il racontait des scènes qui se passaient sur la rue Sherbrooke à côté de chez moi. Je dis, ok, des valises de coke, puis je me disais, waouh, ok, il y a aussi ça à Montréal, tu vois. Donc, ça m'a un petit peu comme vendu un côté de la ville que j'ai bien aimé. Puis, et puis, bah, c'était une job un peu, tu sais, job-in, mais en même temps, bah, je commençais à me faire des amis et tout. Puis après ça, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Là, j'ai fait de la planche dans des restos. Ah, la sacrée planche. Ouais, après ça... Ah oui, c'est ça, j'ai intégré un vidéoclub sur Ontario, le Vidéo Revue, où il y a beaucoup de gens que j'ai croisés. Ouais, mais oui, c'est vrai. Tu me l'avais dit, moi, je suis allé là souvent. Quand j'habitais les 2 ans, quand j'habitais dans le village, je suis allé à cet endroit qui était assez... qui aujourd'hui c'est fermé puis c'était particulier comme mes boss quartier, c'était des Italiens un peu mafieux, je pense, mais sympa. Et puis moi, il m'a pris un peu le français, il connaît son cinéma, nanana, donc j'ai réussi à lui développer un rayon un peu plus répertoire. Ouais. Puis j'avais une nouvelle clientèle cool, des étudiants, des gens qui venaient, qui aimaient le cinéma. Puis ça, j'ai bien aimé ça quand même. J'ai fini gérant de la boutique parce que j'étais plus vieux. Les autres, ils avaient tous 17-18 ans. Ouais. Et lui, il est décédé, malheureusement, John. Et après ça a comme tombé, le commerce. Okay. Et puis, il y a un truc qui a changé ma vie, en fait, en étant ici, c'est que j'ai joué seul, rapido. J'ai joué au Divan Orange, Lionel du Divan Orange, si tu m'entends. Il m'a donné ma chance, en fait, au début. Tu sais, j'arrivais là, je donnais mon CD, je dis salut, je fais des chansons. Et il m'a dit, ouais, bah, j'ai peut-être des premières. Il est où, Lionel, maintenant? Et il a développé, je pense, il fait de la cidrerie. Il a quitté la ville. Il a quitté, ok, parfait. Ouais, et il fait du cidre, je pense. Ouais. Puis il a l'air bien heureux. Un chic type. Ouais, un Français qui était là depuis plus longtemps que moi. Qui a aidé beaucoup de gens. Et my God, oui, des shows 7 jours sur 7. Incroyable. Moi, il m'a mis la main à la pâte, hein, c'est sûr, parce que j'ai fait quelque chose seul. Alors, je faisais l'erreur de beaucoup de Français, c'est que je chantais en français à l'époque, en anglais. Alors que bon, c'est pas joli. Mais on avait tous ce fantasme de chanter en anglais. Et puis, mais déjà, je commençais à comprendre qu'il y avait un certain coolness ici. Il y avait une scène alternative francophone, en fait. Chose qui n'existait pas vraiment à mon époque. Tu sais, nous, on croulait sous Notre-Dame de Paris à cause du Québec. Mais aussi, on avait nos stars françaises, mais c'était très variété. Ou c'était rap. C'était le rap qui commençait, tu sais... IAM, NTM, Arsenic, Doc Gineco et compagnie, mais il n'y avait pas vraiment de scène rock francophone intéressante depuis Noir Désir et Indochine et tout ça. Ouais. Et alors qu'en arrivant ici, j'ai découvert ça en fait. Et la francophonie, la musique francophone ici, mais pas radio, m'a vachement charmé en fait. Et ça fait partie, c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit, j'aimerais bien me trouver un band. Et à un moment, je regardais Craigslist et Kijiji.
à l'époque. Et je tombe sur une annonce Craigslist qui me fait vraiment marrer. Et c'était écrit par Félix Diot et qui disait salut, on s'appelle Chinatown, on a un gérant, on va être big, on cherche un multi-instrumentiste. Vraiment coquille. Et j'ai répondu coquille en disant moi je joue de tout, je suis votre homme, on a les mêmes influences. Et donc on s'est rencontrés à une station de métro. Je me souviens, on a discuté 1 heure. Puis ça a vraiment, ça a été un crush, là. Tu sais, comme on avait le même âge, mais on avait grandi dans 2 pays, mais ils étaient fans de Gainsbourg, moi aussi. Mais t'avais rencontré, juste Félix? Félix et Pierre-Alain. Et ok. C'est ça, les 2 chanteurs, en fait, qui sont venus me voir. Okay. Et le lendemain, Félix, il est drôle, il dit, ce gars-là, il faut qu'il soit dans mon band. Wow! Et donc, ça a été vraiment instantané. On s'est mis à bosser comme des malades. C'était super. Tellement une belle époque. Je me souviens, on répétait dans Saint-Henri. Puis là, on a trouvé le bassiste, batteur. Et Chinatown, ça a avancé vite. On a signé chez Taka Music. Ouais. On a sorti un hit radio qui s'appelait Apprendre à danser. Ça a quand même fonctionné bien, là, Chinatown, pendant un bout, là. Ouais, on a eu du fun. On a été en Chine en tournée. On a ouvert pour Cœur de Pirate en France. On a fait vraiment plusieurs. Puis vraiment, c'était une aventure de boys de 26 ans. Là, je te jure, on vivait tout ensemble. On était colocs 3 sur 5. On vivait ensemble. Wow. Donc c'est vraiment, vous étiez dans votre projet à 115%. Ah, vraiment. En fait, on mangeait, on dormait, on respirait Chinatown. Tu sais, c'était malade. Là, on brunchait tous les jours à 14h. C'était combien d'années, Chinatown? 2007 à 2011, à peu près. Peut-être 2012, ouais. Quand même. Ouais. Puis on a fait 2 albums. Et ce qui a été triste pour le 2e album, c'est que Taka a été racheté. L'équipe a été fondue, je dirais. Puis ils ont mis d'autres gens. Puis on s'entendait moins bien. On avait l'impression ils savaient pas quoi faire de nous, en fait. Les nouveaux. Et moi, ça m'a un peu découragé. Puis c'était une époque où on faisait pas assez d'argent aussi. Donc là, je dis, moi, les gars, je pense, je suis arrivé au bout là, de ça. Et j'ai rencontré des gens de pub. J'ai commencé à faire de la musique de pub. Puis ça a été pas mal formateur pour moi. Et j'ai intégré une boîte qui s'appelait BAM Productions, où là, c'est drôle parce qu'il m'a engagé à la base comme compositeur. Donc ça, j'ai beaucoup appris, moi, pour le mix, pour les arrangements. Je faisais des strings, et puis tu sais, faut livrer en pub, là. T'es obligé de livrer quelque chose. Ça va vite. Donc là, ça a été super formateur. Mais Nico, finalement, le boss m'a dit, tu sais, t'as la tchatch, tu connais du monde, tu pourrais peut-être juste comme aller présenter la boîte aux agences. Puis là, j'ai commencé à me pointer chez Bleu, Blanc, Rouge, chez machin, chez les prods de vidéo. T'es comme une sorte de représentant. Ouais, j'allais vendre le catalogue en disant, on a un catalogue de musique de stock dont j'ai des tracks à l'intérieur, puis ça leur plaisait parce qu'ils avaient l'impression qu'ils parlaient aux gars qui composaient. Tu sais. Puis ça a été vraiment une belle époque, mais je traînais plus dans le milieu de la pub du coup. Ça a duré 2 ans et demi. Et puis au moment où Nico voulait rentrer en France et il m'a dit est-ce que ça te tenterait de reprendre, là j'ai eu je me suis dit mais c'est pas ça que je veux faire en fait. Et la musique actuelle me manquait, tu sais, les festivals, les bands, tu sais, les artistes, les tournées, les machins. Et donc, c'est là où j'ai voulu me replonger là-dedans, mais je savais que je voulais plus être musicien, en fait. Tu sais, je voulais plus être un gars de tournée, moi, le gars qui fait les soundchecks et qui fait les shows. J'étais comme un peu passé à autre chose. Et alors que j'avais l'impression que j'avais acquéri une d'expérience, j'aimais bien me dire, j'aimais l'idée de me dire, moi je peux être un peu à la fois un DA, parce que j'ai fait de la musique, j'ai fait des albums, j'étais très investi dans les prods d'albums, les mix et tout, mais j'aime bien la business, puis je pense que je peux aider les artistes à faire le pont en fait. Tu sais, c'est-à-dire, vous voulez faire ça comme musique, moi je peux vous aider à le mettre en avant, tu vois, mais avec une crédibilité créative en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a animé. D'ailleurs, il y avait des labels des labels idoles un peu, tu sais. Il y avait DFA Records à New York, c'était le label de LCD Sound System. Ouais. Et James Murphy, donc le leader de LCD Sound System, gérait son label avec un autre gars, mais il mettait un peu son stamp sur toutes les productions, tout sonnait un peu pareil. Puis ça m'a fasciné. Je me suis dit, j'aimerais vraiment arriver à créer un brand, en fait, musical. Et avec Steven, on s'est lancé les 2 là-dedans. Sauf que Steven, rapidement, je me suis rendu compte, puis lui aussi, qu'il voulait s'investir dans le couleur, son propre projet. Mais il était quand même un peu moins investi sur les autres projets qu'on commençait à signer. Et en fait, rapidement, il venait au bureau, tu vois, je sentais qu'il était pas fait pour être au bureau, faire des subventions, parce que c'est plate aussi ce qu'on fait, là, c'est pas toujours le fun. C'est pas toujours... C'était les impôts, monter une compagnie, c'est ça, les taxes. Mais c'est surtout aussi... C'est là que je suis comme impressionné. Le jour qu'on décide de créer une compagnie, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de paperasse, beaucoup d'erreurs.
parce que tu sais pas nécessairement comment ça fonctionne, puis il y a des gens qui te le montrent. Toi, t'as pas étudié en business, t'as pas étudié... Mais non, c'est ça. Moi, j'avais vraiment t'as pas fait zéro... un MBA, là, t'as pas fait... Absolument pas. Puis d'ailleurs, j'en ai payé un peu le prix quand j'ai commencé à avoir du staff et tout, parce que, en fait, moi, j'ai jamais été formé à être, comment dire, à déléguer. Moi, au début, tout était dans ma tête, là. Puis ma première stagiaire, elle a vraiment souffert parce que j'ai intégré quelqu'un avec moi. Ouais. Puis c'était un bordel sans nom, là. Je veux dire, il y avait pas de Dropbox, tout était dans mon ordi puis dans ma tête. Puis il a fallu que je transmette ça à quelqu'un. Puis c'est là où je me suis dit, ah, mais c'est une job, en fait, de déléguer, construire des postes. Un leader, c'est ça. C'est savoir déléguer avant tout, là. Puis je te dirais que c'est là où je struggle encore et j'ai l'impression que c'est assez commun, en fait, chez les labels au Québec parce que souvent les gens qui montent des labels sont des anciens musiciens, sont des gens qui n'ont pas ce profil business, tu sais, ils sortent pas des écoles. Tu sais, si tu vois Gourmet Délices chez Bon Sang, musicien. Il y avait Elie Bissonnette chez Dare to Care. Il y avait, tu sais, c'est des gens qui, en fait, ont des carrières avant, pas forcément, je vais être chef d'entreprise. C'est pas ça. Et donc, on apprend sur le tas, on apprend en avançant. Moi, heureusement, j'étais bien entouré, puis j'ai pas peur de demander. Donc, souvent, j'appelais des gens. Et d'ailleurs, ces gens-là que j'ai cités décrochaient le téléphone quand j'avais besoin d'aide parce que je les avais croisés. En fait, les gens me connaissaient sous Chinatown. Et des fois, c'est pas facile de faire le switch. Ah, il se lance dans la business. Genre, c'est un musicien, tu sais, qui se lance dans la business. Alors que j'étais guitariste pour eux. Mais tranquillement, c'est fait. Tu sais, on a intégré aussi les subventions, la Sodec, Musique Action. Je rencontrais ces gens-là. Je disais, comment ça marche? Expliquez-moi. Genre, tu sais, viens t'asseoir, on va t'expliquer. Puis, vu que on a réussi avec le Couleur à faire un peu parler du projet rapidement à l'international, ça a été, je pense, une marque qui nous a un peu différenciés. C'est que le premier EP, on a pris un RPO en Angleterre, on a pris un RP en France, un relationniste de presse. Et en fait, on a commencé à avoir des articles, des primeurs dans les Inrock, dans de Line of Best Fit, des trucs comme ça. Puis là, au niveau des subventions, ils ont dit, ah ok, lui, il a l'air d'avoir une approche un peu différente, moins marché local, tu vois. Oh, oui. Et parce que notre son s'y prêtait aussi, tu vois, le Couleur c'était électropop, ça ressemblait un peu à Sébastien Tellier, Stéréolab. Et donc c'est un peu comme ça que je me suis formé en me disant j'aimerais ça monter un label québécois avec une certaine aura, tu sais, qui dépasse les frontières un peu et tout ça en francophonie. Je trouvais ça cool d'aller vendre du franco à l'étranger. Donc j'ai fait plein de démarches dès le début. J'allais à New York, j'allais à Paris. En essayant de vendre mon brand un peu comme c'est pas la French Touch, c'est la Québec Touch. Ouais. Et ça a quand même pris avec le Couleur. Puis après ça, on a aussi un phénomène qui s'est passé, c'est qu'à l'époque il y avait pas beaucoup d'électronique au Québec et c'était la grande époque Adamus, Sœur Boulay, Lisa Leblanc. Un retour à une certaine forme de folklore, folk, folk, ouais, je dis folklore parce que on dirait traditionnel, là, mais oui, un folk chanté qui est dans les mots, qui est dans justement, même dans des productions qui est pas très, le micro pas trop collé sur les instruments, quelque chose d'un peu lointain, vague. Live un peu. Ouais, c'est vrai. C'était aussi l'époque Watson, Pass Watson, Carquois. Ouais. Et nous, on arrivait avec un truc où je voulais signer des DJ, et en fait, très rapidement, les gens venaient vers nous parce qu'ils avaient pas beaucoup de labels où aller. Donc, Beat Market m'ont invité à l'époque. Ah, Beat Market, oui. Ouais, ils m'ont dit, viens voir notre lancement. J'avais pris une baffe, puis là, j'ai dit, ok, ça me tente de travailler avec vous. Là, il y a un artiste que j'ai découvert sur Bandcamp qui s'appelait Das Mortal, qui est aujourd'hui notre plus gros artiste au niveau du streaming. Okay. Qui fait quelque chose de très niché, c'est synthwave, très dark électronique là, ça ressemble un peu à Stranger Things en gros. Un peu techno des fois et en fait ça a vraiment pogné la 2e ou 3e année de Lisbonne et aujourd'hui il a plus de 20 millions de streams, tu vois, c'est gros quand même. Et lui on est encore ensemble, on a une super relation avec Cristobal et donc on a forgé un roster un petit peu différent. Et je pense aussi que c'est ce qui nous a aidé à se faire une place au niveau des subventions et des programmes, c'est parce que on disait, regardez, nous, on offre autre chose. C'est comme un nouveau resto, tu vois. C'est comme, on offre autre chose. On a une autre offre à proposer. Puis, on a des résultats. Et puis, ils ont dit, parfait. Vous remplissez un créneau qu'il y a personne en ce moment, tu sais. Et donc, en fait, on dirait qu'on a été accepté là-dedans parce que on sait pas trop ce que vous faites musicalement, mais on dirait que vous savez ce que vous faites, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai adoré les premières années parce que c'est vraiment chouette de faire un truc avec autant d'honnêteté et d'authenticité et de voir que le tapis rouge s'ouvre à toi. C'était génial. Genre, tu sais, je me suis dit, il faut faire les choses dans lesquelles on croit parce que
Vraiment. Sinon, t'es pris aussi à défendre quelque chose que... Il y a rien de pire que de défendre quelque chose que tu crois pas ou que t'es demi-fier. Ah, mais ça, je le savais que je serais pas capable de vendre des chars, moi. C'est vraiment ça, là. Faut que j'y croie. D'ailleurs, c'est pour ça, quand je signe des groupes, je leur dis souvent, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas que j'aime, c'est pas que c'est pas bon ou c'est bon. C'est que je ne saurais pas le défendre. Et même si c'est bon, je préfère que ça aille ailleurs. Tu vois? Mm-hmm. Mais alors, c'est sûrement arrivé des projets qui sont arrivés vers toi, puis t'as fait, ce serait peut-être une meilleure idée que telle maison. J'ai même réussi, il y avait un groupe qui avait signé avec Isabelle Ouimet sur son label à l'époque, La Royale Electric, parce que j'avais adoré l'album, mais je disais ça marche pas pour Lisbonne. Mais par contre, j'ai écouté tout le temps. C'était Hidalgue. Ils dansent avec les genoux. Ils dansent avec les genoux? Ouais, c'était leur nom. Puis ils avaient fait un truc super cool, genre western. C'est drôle parce que c'est quand même intéressant, je trouve, la façon que tu parlais de parler avec les autres labels, puis de discuter, et qu'il y avait vraiment un dialogue, un genre d'entraide un peu. Et des fois, on s'imagine que la musique, c'est un milieu super compétitif, méchant, mesquin, mais il y a aussi des bonnes personnes là-dedans, là, avec qui tu peux avoir justement des échanges et des conseils. Mais pour vrai, au Québec, moi, je trouve ça génial. C'est peut-être parce que la scène est plus petite et qu'on se serre les coudes, mais tu sais, la France, par exemple, c'est très compétitif, là. Ils se volent des projets, là, littéralement, à coup de gros chèques et tout ça. Ici, c'est à une autre échelle, mais on dirait aussi que parce que on a besoin, tu sais, on est tout le temps ensemble partout, là. Moi, ce phénomène, je m'en vais à South by Southwest, puis c'est avec ces gens-là que je traîne, c'est la Sodec, Musique Action, puis les gens des autres labels. On va à Paris, on va en Allemagne, on va, tu sais. Donc, on dirait qu'on est une espèce de, être ennemi ici, c'est compliqué, je trouve aussi, là. C'est trop petit, là. On est tous à 4 rues, les bureaux, là. Quasiment, là, tu sais. On se croise tout le temps. Et puis, en fait, on dirait que tout le monde trouve son... Alors oui, ça a dû arriver que des artistes passent d'une étiquette à une autre, puis que c'est pas toujours clean, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que la porte était grande ouverte. Pour vrai. C'est une des choses qui m'a charmé du milieu ici, je dois l'avouer, là. C'est comme, je me disais, les gens sont cool et parlables et, donc oui, je peux pas nier ce que tu dis, c'est vraiment ça qui m'a aussi plu dans le système en fait au Québec. Ah, parce que je pense un peu à un certain modèle américain dans lequel la compétition est tellement élevée, puis je sais vraiment que c'est pas facile justement de tailler une place là-dedans, puis les gens vont pas t'aider là, vraiment là. Quand même, je dois dire, si je compare à la France, parce que il y a un truc qui m'énervait aussi beaucoup en France, c'est que la hiérarchie est tellement importante que vous dites tout ça. Mais écoute, on en souffre. Là. Non, mais vous dites tout ça. Vous venez, tous les gens qui ont le micro, ils font, mais en France, c'est la hiérarchie, c'est pesant, c'est lourd, c'est difficile à vivre. Puis évidemment, nous, comme touristes québécois qu'on y va, on le sent pas, parce qu'on le vit pas. Puis tu sais, j'ai des amis qui habitent ici, des amis qu'on a en commun, entre autres, qui sont à l'école. Il faut le dire quand même, nos filles sont ensemble à l'école. Ouais. Donc, mais tu sais, des parents français qui me disent, écoute, juste ils me disaient tous, le fait qu'on partage la même rue, il y a des gens avec différents types de salaires, différentes cultures, différentes classes sociales, mais tout le monde se parle, puis tout le monde est respectueux. Ça n'a pas de prix. Puis j'étais comme, à ce point-là, il dit, non, il dit, tu comprends pas. Ouais, c'est fou, on a des castes. Mais je pense que c'est parce qu'on est une vieille culture monarchique, quoi. Il y a des gens de la haute et il y a des gens de la basse. Non, mais pour vrai, tu sais. Et en fait, je dis ça dans l'industrie, c'est que dans l'industrie, c'est dur de se faire un chemin. Puis on dirait que dès que tu arrives là, faut devenir un connard, en fait. Les mecs sont vraiment pas cool, ils te répondent pas, ils disent j'ai pas le temps, ils prennent jamais les téléphones. Mais alors que j'ai fait 2-3 trips à Los Angeles où j'essayais d'ouvrir des portes, quoi. Tu sais, vraiment, je mettais mon pied dans la porte. Et j'ai été reçu des fois par des gens, mais très connus, très importants, mais ils t'écoutent pendant une demi-heure, là. Puis alors peut-être ça donnera rien, tu vois. Ouais. Mais le gars, il te dit, OK, qu'est-ce que t'as à me vendre, toi? Tu sais, il te juge pas d'avance. Alors que, en France, t'es qui? Tu viens d'où? Non, mais t'as fait quoi? Tu vois, il y a vraiment un truc, faut montrer son CV. C'est ça, faut que tu montres ton CV avant de montrer ce que t'as à offrir, tu sais. Mais quand t'es jeune, c'est compliqué. Et c'est un truc, je trouve, qui marche pas en France, c'est qu'on dit, il faut un CV, mais tu dis, ouais, mais j'ai 24 ans, puis je commence. Et moi, ça, c'est vraiment une leçon que j'ai tirée, justement, et au Québec, je trouve, c'est cool, parce que là, je commence à faire partie de la génération 2, là, tu sais. Au début, moi, je startais mon label. Ouais. Là, on me considère plus comme un label à moyenne taille. Je suis entre les petits et les gros, entre guillemets. Et là, tu sais, je commence déjà mes premiers stagiaires. C'est des gens que j'ai bien traités, avec qui j'ai gardé des bonnes relations.
Et maintenant, Mathieu Aubre, il book M pour Montréal. Puis on travaille ensemble. Puis il y a des gens qui sont devenus des journalistes. Puis il y a des gens, tu vois ce que je veux dire? Puis en fait, je suis fondamentalement convaincu que les jeunes que tu croises, même s'ils sont green, même s'ils sont newbies, ça veut rien, c'est toi de demain. Ouais. Et en fait, quand je les vois des fois, ils essayent de se faire un chemin dans l'industrie, puis les gens les snobent un peu et tout. Je me dis non, mais moi là, je vais l'écouter parce que lui là, il y a un moment, il va m'enterrer. Surtout quand ils ont une drive là, tu sais, tu le sens. Moi, il y en a souvent, j'essaye de leur donner une tape dans le dos. Je dis, tu sais quoi, je me fais aucun souci pour toi, genre. Ton énergie là, t'as tout compris, tu sais où tu t'en vas. Vas-y. On se reparle dans 5 ans, genre. Puis ça arrive souvent que c'est le cas, tu sais, parce que je me reconnais, puis je reconnais des gens d'avant. Puis là, je me dis, ouais, mais j'ai été ce gars-là, moi. Puis heureusement qu'il y a des gens qui m'ont serré la main, qui m'ont dit oui, qui m'ont dit, tu sais. Ah, puis c'est toujours prendre une chance, tu sais pas qui. Ah oui. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Alors qu'à l'inverse, d'être bête avec un jeune que tu considères pas, bah lui, le jour où il est big shot, il t'aidera pas ce jour-là. Il s'en souviendra. Bah c'est sûr qu'il va s'en souvenir. C'est certain. Ah, c'est pas pire, ça. Et là, aujourd'hui, ben, tu fais ça à temps plein. Ouais. C'est ça le centre de ta vie, c'est ton étiquette. Tes artistes, que tu dois bien défendre. Ouais, j'essaie. Mon staff aussi. Il y a encore sûrement toujours l'idée d'expansion, l'idée de chasser, peut-être c'est pas le bon terme en fait, découvrir, mais chasser aussi un peu, là, tu sais, d'aller fouiller, essayer de trouver un prochain artiste. J'ose imaginer que c'est ça le plus gros buzz, c'est de trouver un jeune talent qui commence, qui a du matériel, qui a rien d'enregistré, puis tu te dis, OK, on va faire quelque chose, on va construire ensemble. Ça doit, je sais pas, peut-être c'est pas ça non plus le kick, mais il me semble que ça doit être ça. Ben oui, c'est sûr, mais en même temps, je me sens à un stade de ma vie où je me sens prêt. Par exemple là, parce qu'il y a des cycles en fait. Il y a eu des cycles où on a signé des nouveaux groupes comme Paupières, Brunswick. Ouais. Il y a eu une deuxième vague. La première vague, c'est le Couleur, Beat Market, Das Mortal, Funkin' Son. C'était très électronique. Et après, il y a eu une seconde époque un peu Lisbonne avec Paupières, Brunswick, où on a été plus vers de la francophonie en fait. Ouais. C'était un peu moins DJ électronique, tu vois. Et là, je vois que moi, j'ai des goûts qui changent un peu. Là, on a signé un peu plus de trucs, un peu plus guitare récemment, avec Grand Public, avec Ormiston, avec Radiant Baby. Ça, c'est des projets plus indie, là, indie rock, je dirais. Ouais. Et alors oui, t'as raison. Moi, tu sais, moi, j'adore écouter des démos. Puis c'est drôle parce que les artistes souvent ils nous écrivent, ouais, c'est des démos. Tu sais, j'ose pas t'envoyer. Je dis, mais en fait, c'est mon métier. Ça fait c'est d'écouter je ces n'écoute que des démos depuis 20 ans en fait. J'aime ça. Je sais où ça s'en va, je sais pourquoi c'est pas fini, tu sais, je sais tout seul. Donc, n'ayez pas peur de m'envoyer. Alors, c'est sûr que si tu chantonnes dans ta douche puis qu'il n'y a pas d'instrument, c'est pas un démo, là, c'est une idée. C'est une idée. mais tu sais, souvent, moi, c'est mon métier, justement, de les mettre dans les mains de réalisateurs, de mixeurs et de dire, je te prends au point A, on va essayer d'aller ensemble au point B puis au point C, tu sais. Donc, en fait, ça, c'est une job que j'adore, ça, c'est sûr. Mais j'aime maintenant le plaisir que le Couleur m'arrive avec un 5e album déjà fini, j'ai rien à dire, tu sais, j'interviens de moins en moins. Et puis je trouve ça malade et là je sais que ça aura un impact parce que tu sais ils font de la tournée, il y a des médias qui les suivent et ça c'est aussi quand même une récompense un peu parce que tu sais de pousser que de l'émergent c'est quand même difficile à chaque année. On en fait énormément de l'émergent. Mais quand tu sens que ça va bouger déjà sur un projet, ça fait du bien, en fait. Ouais. Parce que c'est toujours lancer une ligne là, avec un projet émergent. C'est des fois, c'est plouf, puis ça passe en dessous de la barre. Et d'autres fois, ça marche. Ouais, tu sais, la Superplage, nous, cette année, c'est une belle réaction qu'on a autour de Superplage. On l'a signé, c'était pas son premier album. Il avait sorti quelques trucs pendant la Covid. Mais là, clairement, on sent que notre implication tu sais, il a dû faire 20-25 dates, là, dans l'été. On a professionnalisé le projet, en fait. Tu sais, on l'a mis plus sous le nez de plus de monde, de pros, de médias, Donc ça, c'est une belle surprise cette année avec Superplage. Et puis bah là, cette année, on sort un Le Couleur et un Das Mortal où je sais qu'il y aura de l'accueil, international du coup, Spotify, nanana. Ben oui. Donc, tu sais, des fois, je me dis, à l'âge que j'ai, avec la carrière que j'ai, je suis prêt. Je suis prêt pour un truc qui pourrait être même plus big, en fait. Oui. Ouais. Ça pourrait être même buzzant. Mais il y a un mais là-dedans, c'est que je suis pas du tout dans le compromis artistique. Mais zéro, là. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment ce qui me chante et ce que j'aime. Et je signerai pas un truc par opportunisme.
Et donc, je pense que ça nous différencie peut-être de certaines étiquettes où, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont une taille tellement plus importante que quand t'as 30 employés, il faut que l'argent rentre, en fait. Ouais, c'est normal. C'est normal. Et puis, c'est un autre métier, tu vois. C'est des gens qui ont la structure pour, en fait, sortir un gros truc comme ça. Exactement. Alors que moi, je suis encore un peu... Alors, des fois, je me dis, c'est un défaut, peut-être, d'être vraiment... Il faut que je sois ultra fan et il faut que ça réponde à mes goûts à moi et il faut, tu vois, je me fais plaisir en fait, parce que le jour où je vais signer pour le succès, ben j'ai l'impression que c'est là que je vais décrocher. Probablement. Ouais. Parce qu'en plus ça va te suivre tout le temps, ça va toujours être lié à la compagnie. Ouais. Là si t'es pris avec un artiste que t'aimes pas, puis supposons que l'artiste que t'aimes pas, ça marche bien. Voilà, puis que ça devient tu veux plus qu'il s'en aille. Ouais, tu veux plus qu'il s'en aille. Voilà, tu fais tout pour. C'est toujours intéressant. Ah, t'as-tu écouté j'ai pensé à toi. L'espèce de télésérie complètement débile, The Idol. T'as-tu écouté ça? Ah non, je vois c'est quoi, mais j'ai pas regardé. Avec The Weeknd. T'as aimé ça? Aimé ça. C'est vraiment très choquant. Ça n'a aucun bon sens. Très ultra sexuel, genre déplacé, tout ça. Mais ce que ça tente de faire dans cette série-là, c'est de montrer le pouvoir d'une grosse vedette de chansons pop et tous les gens qui gravitent autour, qui l'aiment pas vraiment, mais qui sont prêts à tout pour... Il faut qu'elle sorte un succès, c'est important. Mais de genre niveau un peu Taylor Swift, un peu. Mettons en termes de popularité, là, tu sais. Mais qui est comme en train de perdre la boule, pis tout ça. Puis tu vois comme les efforts du label, de la compagnie, de tout le monde qui doivent s'occuper d'elle. Et comment, en tout cas, écoute, tu devrais l'écouter parce que c'est très grossier, très vulgaire, inapproprié, mais c'est amusant. Ah, ok, tu vas rigoler, c'est sûr que tu vas rigoler. Puis ça donne aussi un espèce de look de c'est quoi exactement l'industrie musicale américaine à Los Angeles, selon bon. Il y en a qui disent même que ce serait apparemment l'histoire cachée de Selena Gomez, apparemment. Il y aurait l'idée, ce serait inspiré un peu. Ben, je vais essayer, je te promets rien, mais. Écoute 2 épisodes, puis après, mais je pense que ça va te faire beaucoup rire. J'ai peur que c'est la forme qui me rejette. Ouais, puis la musique est insupportable. Ah ouais, c'est mais ça. Ce qui est le fun, c'est de voir comment ce réalisateur-là, Sam Levinson, comment il a imaginé, puis c'est lui qui a écrit puis réalisé, comment il perçoit en fait ce milieu-là, puis il dit moi il avait dit en entrevue que je connais plein de gens dans le milieu, puis c'est vraiment comme ça. Mais tu sais, c'est un échec cette série-là, c'était supposé être 6 épisodes, ils l'ont coupé à 5 épisodes parce que il y avait trop de plaintes puis tout. Puis mais c'est aussi, là j'espère que j'ai tort, mais je trouve quand même que souvent l'analyse de l'industrie de la musique est très cliché. Il y a encore personne, je trouve, qui a vraiment réussi. Qui a mis le doigt dessus? Bah, tu sais, c'est que les personnages, les gérants sont hyper grossiers, c'est toujours l'arnaqueur, tu sais, moi, ça m'énerve. Mais c'est parce qu'il y en a eu, hein. Oui, mais en même temps, je trouve ça dommage, ça met ça dans la tête des gens depuis 30 ans, là, que, tu sais, le méchant gérant qui va faire de l'argent, et je trouve ça tellement cliché. Ici, on a quand même l'exemple incroyable de Leonard Cohen, tu sais, qui s'était fait bien avoir. Ouais, mais en même temps, moi, je connais des centaines de gérants qui font une bonne job. Ouais, je sais, mais il suffit. Ouais, c'est sûr. Il suffit de un qui a volé tout le magot à l'artiste. Et là, il y en a eu plein. Et là, tout le monde fait, faites attention à eux. Mais je trouverais ça cool, une série avec un manager, tu sais, vraiment bienveillant avec son artiste et tout. Ça ferait du bien un peu, tu sais, ça changerait la vision. Même ma fille, l'autre jour, je voyais regarder une émission je sais plus c'était quoi, pas de patrouille, mais une affaire de même. Ben, il y avait un gérant qui avec un chapeau, là, puis tu sais, qui carnaque un artiste. Puis là, je me disais, écoute, dès 5 ans, on leur met ça dans la tête. C'est mon métier à moi. Je leur dis, c'est ça que je fais, moi. C'est ça que tu fais. Oui, mais je suis la version gentille. En tout cas. C'est drôle, hein? Je sais pas pourquoi ce métier-là. Ouais. Ou ben, il y a des clichés dans, mettons, un entraîneur dans une équipe de sport, tu sais, dans les films. Ouais, c'est toujours les pires gens du monde, les pires truands écrits après tout le monde. Ou, des fois, c'est le gars super inspirant. Ouais. Il y a toujours avec ça. Mais là, on n'a pas encore eu le gérant inspirant. Ah non! Il y en a un. Mais c'est pas en musique. Le gérant, Tom Cruise, Jerry Maguire. Ben oui, tu sais, là, il perd tous ses joueurs, il en garde un, mais il met toute son énergie sur lui, puis là,
Puis là, tu sais, à la fin, t'as le joueur qui prend son gérant dans ses bras, puis tout le monde comme mais c'est en sport. C'est en sport. Ah, c'est ça. Mais peut-être sport, on en a vu. Des gens inspirants. Ouais, des gens inspirants. J'ai hâte, là, en musique. Je sais pas. Qui serait inspirant? Qui serait un gérant exemplaire, selon toi, qu'on connaît? Même pas obligé de local, ça peut être international, tu sais. Un super gérant. Bah, je pense qu'il y en a qui font vraiment du bon boulot en rap en ce moment. C'est des gens qui sont ultra investis. Non, mais il y a pas comme un nom, mettons, une légende, tu dis, ah oui, cette personne-là, là. Ah. Bah, c'est qu'on dirait que les légendes, c'était dans les années 70, mais là, du coup, eux, c'était un peu l'époque des crooks, là. Ouais. Parce que l'artiste était souvent, avait des avances, on lui donnait sa drogue, et puis l'artiste regardait rien de ce qui se passait. Il savait pas. Alors qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé, tu sais, je trouve qu'il y a plein de gérants, on a plus une approche pédagogique, tu vois. Il y a un super bon film sur un gérant, le gérant de Alice Cooper. Ah ouais, ça, ouais. Je connais pas. Bon, moi, je suis pas, écoute, on s'entend, moi. Il y a un film là-dessus? Il y a un film sur son gérant attends, je vais le trouver, je suis certain, mais qui était vraiment un drôle de personnage. Puis c'était un gars, justement, quelque part un peu comme toi, dans le sens, il avait jamais fait ça dans sa vie. Shep Gordon. OK. Puis lui, et après, il est devenu le gérant de plein d'artistes, mais de toutes sortes de milieux. Mais je pense que son premier truc, c'était vraiment Alice Cooper. Puis il y avait vraiment toujours des idées de fou. Tu sais, je pense que c'était avec Alice Cooper qui avait eu l'idée, on va sortir un vinyle. Puis dans le disque, quand tu sors le vinyle, ben il va y avoir une culotte de femme qui enrobe le vinyle. Tu sais, dans ces années-là, c'était super choquant. L'église, c'était choqué. Le disque a vendu comme ça se peut pas. Puis ouais, il y a eu un show, je me souviens d'une anecdote de lui, je pensais un show d'Alice Cooper où ça a été un scandale, ils ont dû revendre tous les billets, puis finalement après ça... Ah oui, non, c'est que je pense que c'est lui qui a été à l'initiative d'approcher toutes les branches catholiques de la ville. Et ils ont tous mis des annonces dans le journal, interdisez ce spectacle. Et évidemment, tous les jeunes ont été au spectacle. Et voilà. Parce que ça a fait buzzer le show que les catholiques n'étaient pas contents. Mais voilà, je l'ai ici, c'est ça. C'est le film s'intitule Supermensch, The Legend of Shep Gordon. C'est un film de 2014. C'est Mac Myers qui l'a fait, qui lui, parce que Mac Myers, à un moment donné, il a fait une dépression. Ses films, ça allait vraiment pas bien. Je pense que c'est après qu'il a fait Love Guru, puis il a fait une grosse dépression. Puis Shep Gordon, il a acheté une île sur laquelle il habite, puis il est allé vivre avec lui pendant un temps. Puis il est comme, depuis ce temps-là, c'est comme son idole. Wow. Puis il a fait un film pour rendre hommage à lui. Mais t'aimerais ça. C'est un Mac film. Myers, j'aime ce qu'il a fait. Ouais, mais c'est même pas une comédie, c'est un docu. Super sérieux. Cool. Puis c'est vraiment juste très, très, très honnête, là. Moi, ouais, non, tu vas aimer ça. Une histoire de gérance positive. Ouais, mais j'avais lu quand même très jeune, quand j'étais en studio avec Zori Banda, je me souviens, j'avais lu la bio des Clash, et ça parlait beaucoup de leurs gérants. Ouais. Et puis des Beatles, évidemment. Il y a un livre qui s'appelle J'ai inventé les Beatles, là. Ah, ça, j'ai jamais vu. C'est écrit par Brian Epstein. Puis, OK. Bon, après... Puis après, ça va tout dans les détails. Ouais. Mais les Clash, c'était vraiment intéressant aussi parce que c'était un boys band. C'est vraiment un gérant qui a fait présenter des gens qu'il connaissait en disant « Vous, il faut que vous jouiez ensemble. » C'était Mick Jones avec... comment il s'appelait le chanteur? Joe Strummer. OK. Et puis, ouais, il y a toute une histoire. Le bassiste qui était vraiment beau gosse était venu au casting, mais il jouait pas de bass. OK. Et c'était l'ami du gars qui passait le casting. Puis le gérant, qui était vraiment coquille, il a dit, toi, tu t'es pas pris, mais c'est qui ton ami? Il dit, bah, c'est mon ami, mais il joue pas de musique. Il dit, c'est lui que je veux dans le band. Parce qu'il avait du style, puis Paul Simonon, je pense qu'il s'appelait. OK. Et c'est lui qui a créé le style vestimentaire des Clash. C'était un artiste, en fait. Ils lui ont mis une bass dans les mains. Puis faut que tu joues. Parce que t'es beau, puis tu looks en malade, t'as des idées créatives. Donc tu sais, c'est vrai que c'était un genre de boys band punk, mais en même temps, ils ont fait des super chansons. Moi, je suis un gros fan des Clash. Là, c'est le 10e anniversaire de Lisbonne. Est-ce qu'il y a des événements prévus pour l'occasion pour souligner ça? Yes. Alors, on fait une soirée au Théâtre Fairmount le 14 septembre. C'est gratuit. Okay. On a décidé de pas faire de show parce que je voulais que mes artistes s'amusent, en fait. Je voulais pas que ce soit soundcheck puis focus show, tu sais. Je veux vraiment, on va être DJ, on va tous enchaîner parce qu'il y a quand même plusieurs DJ dans la gang. Moi, je vais sûrement faire un petit set aussi. Puis, l'idée, c'est vraiment de s'amuser, de faire la fête ensemble, plus que de montrer un... Et pour le grand public, on peut y aller. Oui, c'est ouvert au public. Vous êtes vraiment les bienvenus. Venez danser. Ça va être une soirée. C'est toujours bon. Steven de Le Couleur est un très bon DJ. Il en a fait plein. Puis on a vraiment un dance floor de qualité.
OK, tu vois, super. Et au courant de l'année, mais là, on continue à suivre les disques qui vont sortir, les concerts, tout ça. Ben, moi, j'encourage d'aller sur le site, en fait, de la compagnie dans lequel vous allez pouvoir voir le catalogue. Le site est là, lisbonluxrecords.com, dans lequel vous allez pouvoir tout voir. Il y a la boutique, bref, tout est détaillé, même les spectacles des groupes sont affichés. Mais là, cette fois-ci, on est rendu à la prescription. Ok, Julien, je t'écoute. Alors, je voulais parler d'une compagnie que j'ai découvert récemment, qui sont des artistes de cirque, en fait, que j'ai vu, dans un événement. En fait, il y a un lieu dans le Mile End qui s'appelle Age of Union, qui était avant le Never Apart. Never Apart, c'était une place créative qui a été créée par un des rares milliardaires montréalais qui s'appelle Dax Da Silva ou Dax Silva. C'est lui qui a créé Lightspeed. C'est un moyen de paiement dans les magasins. Et en fait, ce gars-là, sa compagnie a explosé. Et Dax, c'est quelqu'un qui est maintenant très, très investi dans l'écologie. Il vient d'investir 40 millions pour aider des sociétés qui développent des trucs dans la mer et tout ça. Il est vraiment... c'est un drôle de personnage très intéressant à Montréal. Et donc, Age of Union, c'est une petite place où ils voulaient inaugurer leur nouveau jardin. Il y a comme un jardin avec une piscine. Et ils avaient une compagnie qui s'appelait Branché. Et c'est des acrobates qui viennent d'une compagnie qui s'appelle le Barcode Circus Company. Je comprends rien que je sais pas de quoi tu parles. J'aime tout ce que tu me dis. J'habite à Montréal, j'habite dans le Mile End. J'ai jamais entendu parler de tout ça. C'est complètement fou. Alors, le Barcode Circus Company, je pense, c'est des acrobates. C'est des gens qui ont fait des formations de cirque. Mais là, ils ont inventé un spectacle qui s'appelle Branché. Et le concept, c'est de ne faire que des acrobaties dans des arbres. Sauf que ce soir-là, il a plu beaucoup. Et ils n'ont pas pu le faire. Mais ce qui est chouette, c'est que dans Age of Union, donc ce lieu-là, il y a une mezzanine, il y a beaucoup de métal au plafond. Et ils ont improvisé leur spectacle à l'intérieur. Donc c'était vraiment chouette. Et j'ai trouvé, écoute, c'est marrant parce que je suis pas trop quelqu'un de danse contemporaine et d'acrobatie, mais j'étais tellement ému ce soir-là, j'ai vraiment vécu un truc. Ok. Ouais, ils dansent, ils bougent, ils se montent dessus, ils font des tours humaines, ils ont fini dans la piscine alors qu'il pleuvait, c'était quelque chose aussi, tu sais, ils se sont mis sur leurs épaules, puis là ils ont tous coulé dans la piscine à la fin du show, alors que c'était comme dans la jungle, genre il pleuvait et tout. Wow. Et j'en parle parce que si ça vous intéresse, allez voir les vidéos de Branché, c'est super intéressant. Ok. Ouais, donc Barcode Circus Company, et c'est le spectacle Branché. Après ça, je voulais parler d'une artiste que je connais quand même bien qui s'appelle Josiane Boivin. Son projet, c'est Mounia. Et en fait, elle a un parcours très intéressant. C'est une Montréalaise... Montréalaise. Je l'ai connue à Montréal, mais je sais pas si elle vient de Montréal. Mais elle était très bonne chanteuse. Elle connaissait bien les Milk and Bone, elle connaissait bien les couleurs. Et en fait, elle a monté un projet, mais je sais pas pour quelle raison ça a été signé aux États-Unis. Ok. Et j'adore le projet de Josiane. Je pense que c'est vraiment le projet que j'aurais aimé signer chez Lisbonne. Oh, ouais, ok. Mounia avec un Y, ouais. Et ça marche vraiment bien, en fait. Elle chante en anglais et en français. Et je trouve qu'elle a développé, alors elle produit tout toute seule, tu sais, vraiment, tu vas voir, elle a un son à elle, je trouve qu'elle a créé un univers, je l'écoute tout le temps, je l'écoute avec ma fille adore maintenant. Ah, ok. Ouais. Mais ça, tu vois, non plus, j'ai jamais entendu parler. Tu sais, c'est assez typique, c'est vraiment les artistes, là, montréalais qui marchent à l'étranger. Alors, ici, elle va jouer au ministère, puis il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est ça. Alors que elle a fait 2 tournées aux États-Unis en première partie d'artiste et tout. Elle a comme 400 000 auditeurs mensuels. Spotify, c'est énorme. C'est énorme. C'est plus que beaucoup d'artistes qu'on connaît. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve elle a un univers pop, mais tellement riche et tellement avec une identité forte. Mounia, je l'adore. Mounia, M-U-N-Y-A. Ouais. Voilà.
Ensuite de ça, je voulais parler d'un autre groupe qui est signé chez des amis à moi, Bon Records. OK. Et le groupe s'appelle Totalement Sublime. Et on m'en avait parlé plusieurs fois. Et j'avais pas eu le temps, en fait, d'écouter. C'est pas que j'étais pas intéressé. C'est quand même un pas pire titre de band, ça. Ouais, totalement sublime. Là-dedans, il y a un gars des Foreign Diplomats. Je sais pas si t'as connu ça. Non. À une époque, un groupe anglo qui a marché un peu. Et écoute, j'ai découvert, ils ont vraiment, je trouve que c'est un truc en français que personne d'autre ne fait, en fait. C'est vraiment un univers musical. Alors eux, ils citent des influences que je ne connaissais pas, mais je vais vous les donner. Il y a un artiste japonais qui s'appelle Yasuaki Shimizu. Oui. Et Arthur Russell, Okay. qui était un violoncelliste, je pense, new-yorkais. Okay. Mais tu sais, ça ressemble un peu aussi à Philip Glass. Okay. Mais derrière, il y a quand même des chansons, ça chante en français, mais je trouve qu'ils ont vraiment une liberté. J'ai du mal à comparer avec un autre groupe francophone, c'est très rare. Là. OK. Et ouais, je vous invite à l'écouter, Totalement Sublime, ça change. Ouais, je vais aller voir ça. Ouais. Wow! Et puis finalement, dernier artiste que j'aimerais citer, qui est une artiste visuelle que j'ai croisée dans ma vie à l'époque de Chinatown, parce que je pense qu'elle était sortie un peu avec mon batteur. Elle s'appelle Sabrina Raté. Oui. Et en fait, Sabrina, je l'ai suivie. Que j'ai l'intention d'inviter d'ailleurs. Ah, bonne idée. Ouais, cool. Et je la suivais, tu sais, de près, de loin. Moi, je l'ai vue un peu au début, là. Je pense qu'elle balbutiait plus. Elle savait où elle s'en allait, mais c'était encore les premiers travaux, tu sais, digitaux. Elle travaille beaucoup. Parce que c'est des installations incroyables là, qu'elle fait. Alors, c'est ça, c'est que là, on est 12 ans plus tard et Sabrina a une carrière internationale. Elle expose dans plusieurs pays. Elle est vraiment de plus en plus reconnue. Et récemment, je me suis replongé dans son travail et j'étais vraiment blasté. Je trouve ça malade. En tout cas, allez sur sa page Instagram, Sabrina Raté. C'est la belle chose, justement, d'Instagram. Pour l'art visuel, c'est vraiment une plateforme parfaite, là. Ouais. Puis on peut voir, justement, ses installations. Elle est très active. Elle met des vidéos pour montrer comment elle construit ses trucs. Puis le résultat final, c'est vraiment cool. Puis c'est un mélange c'est de la création digitale mélangée à de l'architecture. Elle est fascinée par ça, le lien les hommes et le digital. Et elle a un parcours que je trouve vraiment chouette. Et c'est ça. C'est une locale aussi. Oui. Et pour terminer, moi, j'aurais une question que j'ai commencé à poser. J'aurais peut-être dû t'en parler avant, mais je te mets dans le feu. Avec qui tu penses que je devrais avoir une conversation? Quelqu'un que tu trouves vraiment intéressant, peut-être qu'on entend moins dans un micro, et que peut-être il y aurait quelque chose de bon qui se dégage entre cette personne-là et moi. En musique ou peu importe? À tout large. Ah là, il faudrait que j'ai du temps pour réfléchir. Ouais? Mais oui. T'as pas un nom qui vient rapidement en tête comme ça? Peut-être, mais... Ça peut de toute forme d'art. Mais évidemment dans les arts. Ouais. Évidemment. Ah, j'aimerais ça te revenir avec une réponse pertinente. Pas dire n'importe quoi. Parfait. Mais regarde, je vais réfléchir. Tu me l'enverras par email. Ouais. Mais c'est sûr que je vais en trouver. Non, je suis certain. La prochaine fois, je t'écrirai. Je t'écrirai avant l'émission. Mais c'est super. Hey, merci. Merci, Fred. C'était vraiment le fun. Oui, c'est chouette. Bonne festivité et bon festival. Bon show. On pourrait dire c'est un show, au fond, que vous faites C'est une soirée. C'est une soirée. Ouais. Une bonne soirée. Plein de gens, on y sera, on va s'amuser, et là, on pourra parler avec tout le monde et connaître mieux tes artistes, parce qu'ils vont tous être là, quand même. Oui, puis justement, il y avait cette idée que je veux pas des gens qui regardent un show, je voulais vraiment une soirée, on boit et on danse et on discute, ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais une soirée dansante, c'est tellement rendu rare, ça, à notre âge. Nous, on en fait pas mal, quand même. Ah, vous en faites? Ouais. Ah, super. Bon, merci, à plus. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.